Il faut toujours féliciter ceux qui prennent le temps de venir écouter un exposé sur le droit du travail, parce que c'est de ça dont il est question. Et il s'agit de commenter l'ANI, accord national interprofessionnel, qui a été signé le 11 janvier dernier et qui va devenir peut-être un projet de loi en courant du mois d'avril et de mai. Alors les gens pour l'instant sont, même s'il y a des manifestations demain, etc., dans leur immense majorité encore informés. Vous noterez qu'il y a très peu de débats, il n'y en a même eu aucun à ma connaissance dans aucun média. On vous a présenté, si vous écoutez, je ne sais pas qui vous écoutez, si c'est Poujadas, Yves Calvi, Dominique Seux le matin sur France Inter à 7h20, mais on vous a présenté cet accord comme étant, je crois que c'est 70 fois que ça a été prononcé, à remarquer une association qui étudie ça, qui s'appelle la CRIMED, comme étant un accord souple mais protecteur. Protecteur mais souple. Souple mais protecteur. Protecteur et souple. Parce que jamais ils ne sont rentrés une seule seconde dans le contenu de l'accord. On vous dit, ah c'est fantastique, il y a eu un sommet social et on est sorti quelque chose. C'est souple et c'est protecteur. Ça maintient l'emploi, ça sécurise l'emploi, c'est protecteur. Alors les ANI, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Le plus célèbre, c'est les accords Matignon, 1936. C'est comme ça qu'on a eu les 40 heures à l'époque et les congés payés. C'était un ANI. Les ANI les plus célèbres, vous avez celui de Grenelle, ah oui, mai 68, une augmentation du SMIC de 33% et du SMAC, du salaire minimum agricole garanti, de 55%. C'était un ANI, c'était l'accord de Grenelle. Plus près de nous, vous avez un autre ANI, qui est un peu oublié, mais c'était le 10 octobre 1997, quand Lionel Jospin convoque un sommet social et leur dit « faites les 35 heures ». Et là, il y a tous les partenaires sociaux, comme on dit, autour de la table, c'est l'organisation syndicale et union patronale qui sont là. Et voilà, il y a une directive, c'est là, donc vont sortir les négociations pour les 35 heures. Et là, c'était un ANI, un peu plus discret. Il a commencé le 12 juillet, après la victoire électorale de la gauche, et il s'est rebondi à partir du mois de septembre. Le gouvernement a fait une feuille de route en septembre, et il y a eu des négociations qui ont traîné, et même pas abouti comme ça était envisagé avant le 31 décembre. Et finalement, ça a été signé à l'arrache le 11 janvier par 3 syndicats sur les 5. Mais ces 3 syndicats sont les 3 syndicats minoritaires. Il faut être clair, hein, c'est un accord minoritaire, à la différence de ceux que j'ai cités précédemment, qui étaient majoritaires. Alors, on me dit parfois minoritaire, c'est 3 sur 5. Oui, mais on ne compte pas par ordre, on compte par tête. Par ordre, c'était avant la Révolution française. Hein. Il y avait le clergé, la noblesse qui avait 2 voix contre le tiers-état. C'est pour ça qu'on a fait la Révolution, c'est pour que ça soit plus par ordre. On a dit le tiers-état est plus nombreux, c'est lui qui doit pouvoir décider. Ben là, c'est pareil, si vous voulez. Par ordre, il y a 3 syndicats, mais ils sont aussi minoritaires que le clergé et la noblesse. Et le tiers-état est plutôt du côté de la CGT et de Force ouvrière, parce que c'est eux qui ont la majorité. Alors, la présentation, évidemment, était fallacieuse. On vous dit, voilà, c'est signé par une majorité de syndicats. Non. Ah, première chose qu'il faut dire, non. Alors parfois on me dit, mais oui, mais est-ce que la loi sur la représentativité syndicale, oui, elle a été modifiée. Elle a été modifiée en 2008. Elle a été modifiée à la suite d'un ANI qui avait mis d'accord à l'époque la CFDT et la CGT. Donc c'est un ANI qui avait décidé de la représentativité syndicale. Et celui-ci était notamment entre la CFDT et la CGT à l'époque, qui évidemment, eux deux, étaient majoritaires. Et ça avait donné une loi, qui était la loi Bertrand, c'était le ministre du Travail de l'époque, et qui avait dit que c'était selon la représentativité dans les élections professionnelles aux élections prud'hommes. Et dans les élections qui auraient lieu dans les TPE, très petites entreprises, qui décideraient de qui aurait autorité pour signer ou pas des accords. Et la nouvelle règle, elle rentre en vigueur cette année. Alors elle rentre de façon un peu étalée, parce que les élections au TPE, c'est dans les petites entreprises, c'est tenu entre le 27 novembre dernier et le 18 décembre dernier. D'ailleurs, elle a donné quelque chose comme 32% des voix à la CGT, 19 à la CFDT et 18 à la Force ouvrière. Et c'est un des éléments de jugement pour savoir quelle est la représentativité de chaque syndicat, qui devrait être tranchée par une commission avant le 31 mars, et qui rentrerait complètement en vigueur le 1er juillet, c'est-à-dire que quand l'éventuel contenu de cet ANI
rentrerait en vigueur, les syndicats qui l'ont signé n'auront plus le droit de le signer pour 2 d'entre eux. Parce qu'il faudra avoir 10% des voix pour pouvoir signer un ANI. Ce qui exclut la CFTC, qui a nettement moins de 10%, et ce qui exclut la CGC, qui est des cadres, et qui a elle aussi moins de 10%, et qui envisage d'ailleurs de se reconvertir pour n'être plus une organisation confédérale, mais redevenir une fédération dans une catégorie, parce que dans cette catégorie, elle dépasserait 10%. Tandis qu'au niveau, toute catégorie confondue, elle est en dessous. Donc vous voyez bien qu'il y a des problèmes de représentativité que personne ne vous a expliqué dans aucun média. On a dit, à 3 sur 2, on vous a pas dit que, d'abord, sur les 3, il y en avait 2 qui ne pouvaient plus signer, et que quand on avait additionné les 3, ils étaient moins nombreux que les 2 autres. Et vous me direz, pourquoi il n'y avait que 5 syndicats? Parce qu'il y a 5 syndicats selon la méthode ancienne, c'est-à-dire celle de la présomption irréfragable de représentativité. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est un système qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale et qui avait donné à une liste de syndicats dits représentatifs dans un arrêté de 1966. Et en 1966, vous aviez la liste, c'est toujours celle qui a servi pour le sommet social. Et cette liste va devenir caduque quand les nouvelles formes de représentativité vont rentrer en vigueur. Et je vous l'ai dit, c'est de façon définitive le 1er juillet prochain. Donc on est dans une période de mutation des critères, et l'ANI est signé avec des critères anciens devenus périmés par rapport aux critères nouveaux qui ont été mis en place et qui vont devenir ceux qui sont décisifs. C'est un point pas secondaire, hein, il n'est pas si simple que ça à expliquer, mais voilà. Alors après, je vais vous dire tout de suite, c'est bien qu'il y ait un sommet social. Enfin, encore faudrait-il que ça soit un sommet, c'est-à-dire qu'il y ait une montagne qui pousse derrière, quoi. Que ça soit pas forcément à froid, que ça soit un peu avec du soleil, l'environnement brillant, que les gens soient intéressés, motivés, concernés, comme pour Matignon ou Grenelle. C'est bien qu'il y ait des négociations. Je ne suis pas du tout un adversaire des négociations, il faut qu'il y ait des négociations. Parce que si vous n'avez pas de négociation, jamais dans une entreprise, un syndicat, il peut gagner une grève et puis obtenir une augmentation de salaire. Ça se traduit toujours par une négociation. Et ça se traduit toujours par un compromis. C'est bien qu'il y ait des compromis. Vous ne pouvez pas éviter, tous les syndicalistes le savent, qu'il y ait des compromis. Je ne vais pas m'opposer à la notion de compromis. J'ai un passé syndical moi-même, et 30 ans d'inspection du travail, il faut comprendre comment les salariés ils sont bien obligés, et quand ils ont des bons compromis, pourquoi ils sont bien contents de les avoir quand ils ont mené une lutte et qu'ils n'ont pas tout gagné, mais qu'ils ont fait progresser leur situation concrète. Bon, alors, oui au sommet, oui à des négociations, oui à des compromis, et oui à des contrats. Parce que il y a maintenant, vous entendez un petit peu les débats de temps en temps, même ce matin sur France Inter, est-ce que le contrat est meilleur que la loi? Alors, la loi, c'est le code du travail, le contrat, c'est les conventions collectives, ou alors des accords d'entreprise, ou alors des accords de branche. Est-ce que le contrat doit l'emporter sur la loi? Alors là, je vous dis tout de suite, vous pouvez discuter du sexe des anges sur ce terrain-là pendant très longtemps, sans avoir la bonne réponse. Moi, je vous dis, il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaire. Avec ça, vous avez gagné le concours d'inspecteur du travail, les doigts dans le nez. Hein. Autant de contrats que possible. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand vous avez eu une grève, il se peut que vous signiez un accord qui, dans l'entreprise, soit meilleur que ce qui est dans la loi. Parce que vous avez le rapport de force et que vous avez suffisamment gagné contre l'employeur pour que celui-ci soit obligé de signer le papier, et vous allez gagner des améliorations concrètes qui ne sont pas dans les textes. Et ça fait d'ailleurs appel à une règle que je vais citer beaucoup après, qui s'appelle le principe de faveur. C'est-à-dire que quand entre le Code du travail, la loi, et une convention collective, vous avez une dissonance, soit parce que la convention est allée plus loin, soit parce que la loi est allée plus loin, il y a un principe qui régit les choses, c'est le principe de faveur, c'est-à-dire qu'on retient ce qui est le plus favorable aux salariés. Si c'est la convention, c'est la convention. Si c'est la loi, c'est la loi. Et en principe, les conventions sont justement faites pour améliorer la loi et compléter celle-ci sur des domaines particuliers dans les branches qui ne sont pas négociées ni envisagées par le Code du travail. Donc il ne faut pas opposer contrat et loi. Ne tombez pas dans l'idée... voilà. Mais par contre, à la fin, il faut bien que ce soit la loi qui l'emporte. Parce que sinon, on n'est plus en République. Nous sommes des citoyens, nous élisons des députés au Parlement, et ces députés au Parlement doivent faire la loi. Donc c'est eux qui font le Code du travail. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas l'employeur. Si vous dites que c'est le contrat qui doit remplacer la loi, ça veut dire que vous n'aurez plus jamais une loi qui ne soit pas acceptée par le patronat. Si le patronat ne signe pas, jamais vous n'avez de loi. Si vous dites le contrat, le parlementaire ne peut que reproduire le contrat, ben ça veut dire que le Parlement est sous la coupe de la dictée du MEDEF, par exemple, parce qu'il signe ou parce qu'il ne signe pas. Et donc, il ne faut pas dire à jamais,
Jamais, jamais ne dites que la loi ne peut que reprendre le contrat. Évidemment que non. Parce que sinon, vous n'auriez jamais eu les 40 heures, vous n'auriez jamais eu les 39 heures, vous n'auriez jamais eu les 35 heures, vous n'auriez jamais eu la sécurité sociale, vous n'auriez jamais eu la retraite. Jamais les patrons ne l'auraient accepté si ce n'avait été imposé, in fine, par des lois. Le Code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail depuis 170 ans. Ça a commencé en 1840, le docteur Villermé faisait un rapport sur l'état moral et physique des travailleurs dans les fabriques, comme on disait. Et il voyait des gens, et des femmes et des enfants qui travaillaient 17 heures par jour et qui mouraient au travail. Et dans plus de 20 villes de France, il a fait un rapport, et le bon docteur Villermé, quand il a fini son rapport en 1840, je le répète, a dit « il faut travailler moins ». Et ensuite, il a fallu 80 ans pour réduire la durée du travail de la journée de 17 heures à 10 heures. 1840, 1920, 80 ans. Et vous savez la suite, il a fallu 70 ans pour passer de la semaine à la semaine de 40 heures en 1936, puis à la semaine de 39 heures en 1982, puis à la semaine de 35 heures en 2002, 70 ans. Je vous fais remarquer que pendant ces 70 ans-là, malgré une guerre mondiale et 2 guerres coloniales, nous avons produit plus, c'est incontestable. Nous avons créé plus d'emplois, c'est incontestable. Nous avons gagné plus, c'est incontestable. Et nous avons travaillé moins. C'est-à-dire qu'on peut donc pendant 70 ans gagner plus et travailler moins. Il n'y a que depuis 7 ou 8 ans que c'est la mode de vous dire « non, non, erreur, il faut travailler moins et gagner moins », contre les 70 ans d'expérience précédente. Bon, le Code du travail s'est perfectionné au fur et à mesure, parce que le Code du travail, c'est le texte le plus essentiel pour 18 millions de salariés du privé. Voilà, même ceux qui ne le connaissent pas. C'est un droit intime. C'est un droit quotidien. C'est un droit essentiel dans la vie, dans l'entreprise, au travail. Même quand on ne sait pas, un jour on a un conflit avec l'employeur, il y a une difficulté dans la promotion, dans le carrière, dans le calcul des heures, dans la rupture du contrat, etc. Et vous référez au Code du travail. C'est l'état de droit dans l'entreprise. L'état de droit dans l'entreprise. C'est un texte fait de sueur et de sang, historiquement. De lutte et de larmes. Depuis Zola jusqu'à nos jours, de 1er mai en 1er mai, chaque virgule du texte a parfois été arrachée par des grèves, par des conflits, par des grandes manifestations, par des vastes luttes sociales. C'est le texte aussi le moins enseigné. On envoie des mômes dans les écoles faire de l'apprentissage sans qu'ils aient même une notion de code du travail. C'est le texte le plus dénigré. Moi, j'ai tellement entendu, ça, c'est de la paperasse, ça bloque l'entreprise. Une fois dans un débat, il y a un patron qui m'a dit, c'est la charia, le code du travail. C'est le texte le plus dénigré. C'est le texte le plus fraudé. C'est le texte le moins contrôlé. Et pourtant, la vie de 18 millions de personnes en dépend. Et vous avez une offensive contre le code du travail. Elle n'est pas nouvelle. Dans les 10 dernières années, elle a pris une force terrifiante. Ils ont réécrit le code de A à Z entre 2004 et 2008. Ils l'ont passé à l'acide des exigences du MEDEF. Madame Parizeau, c'est ma préférée, dit, vous avez vu qu'elle veut se faire réélire pour un 3e mandat, c'est Poutine, c'est pas une démocrate, hein. C'est elle qui a dit, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Elle a dit aussi, la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Je vais toujours réfléchir parce que c'est vraiment l'apologie de la barbarie, puisqu'il s'agit en fait d'aller contre l'aspiration fondamentale des humains. Ça fait 50 siècles que l'humanité se bat contre la précarité. Depuis l'âge des cavernes, on se bat contre la précarité de la faim, du froid, de la soif, pour la santé, tout ce que vous voulez. Et on se bat aussi contre la précarité de nos amours. Et là, on a inventé l'agriculture pour lutter contre la précarité de la cueillette. On a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. L'aspiration de l'humanité depuis 50 siècles, c'est de lutter contre la précarité. Vous avez cette femme qui vous dit, non, 50 siècles d'erreur, vive Cro-Magnon, tout doit être précaire, et acceptez la précarité, tout doit être précaire, devenez précaire, c'est la précarité qui doit régner. C'est exactement ce qu'elle dit, et ce qu'elle tente de faire passer dans l'ANI. Bon. Et l'offensive du patronat, elle va loin, parce qu'ils veulent supprimer le contrôle sur les licenciements, en fait, tout, le droit du licenciement. Madame Parizeau a dit, le licenciement, c'est comme c'est de gré à gré, hein, c'est comme un divorce.
Enfin, c'est toujours le même qui garde les meubles. Hein. Elle essaie de faire reculer les prud'hommes. Hein, elle dit les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Vous avez presque la totale. Elle n'est pas avare de paroles. Un jour, elle était c'était au Grand Journal, c'est ça. Puis il y a des questions à la noix qui sont posées. Elle lui demande un quiz. Alors, chaque mot, à quoi il vous fait penser. Hein. Le journaliste lui dit et URSAF. Alors elle dit URSS. Vous comprenez comment elle perçoit les cotisations sociales et comment elle perçoit votre sécurité sociale et votre retraite. De toute façon, elle veut que la retraite se passe à 67 ans. De toute façon, elle veut qu'il n'y ait plus de SMIC. Et de toute façon, elle ne veut plus de code du travail. Elle ne veut plus d'état de droit dans les entreprises. Elle ne veut que du contrat, c'est-à-dire la loi du patron qui s'impose et pas la loi du Parlement et de la République qui s'impose. Et c'est un conflit entre deux notions de la République. Hein. Il y a eu des pays où il y avait, c'était les contrats qui décidaient. Le Portugal, pendant 40 ans, sous Salazar, c'était contractuel, au sens où c'était le syndicat vertical et le patronat qui décidaient de la loi. Il n'y avait pas de loi dans aucune assemblée pour pouvoir intervenir et pas de code du travail. Donc voilà, c'est des questions essentielles, le code du travail. Et c'est ça qui est en cause dans l'ANI qui a été signé. Et on vous le présente, cette année, comme étant positif. Les titres, c'est vous dire, il va y avoir la sécurité sociale professionnelle, il va y avoir une santé complémentaire, il va y avoir des contrôles sur les licenciements, des facilitations, on va sécuriser l'emploi, enfin voilà, c'est tout ce que vous entendez, enfin quand il vous en parle. J'espère qu'il vous en parlait un peu plus après demain matin, quand ça va venir en Conseil des ministres, et un peu plus quand ça va venir au Parlement, tout le mois de mars et tout le mois d'avril. J'aimerais bien d'ailleurs que ça soit aussi discuté que les débats récents qu'on a eus jour et nuit au Parlement, parce que du point de vue de l'importance sociale et du vécu de millions de gens, ça va prendre immédiatement des conséquences beaucoup plus lourdes. Bon, alors on va vous dire l'ANI, donc il est souple et protecteur, il est protecteur et il est souple. Permettez-moi de rentrer dans le détail. Le diable est dans les détails. Parce que si vous entendez, il y a 27 articles. Moi j'ai fait un écrit simple, il y a 54 reculs. 27 articles, 54 reculs, fait 54 amendements, 20 questions, 20 réponses, et j'ai décortiqué tous les 27 articles. Et chacun des explications, on vous dira, ah, ça y est, on a taxé les contrats à durée déterminée, ah, mais ça y est, il va y avoir un plancher pour le temps partiel, tout ça, c'est faux. Et je vais me faire fort, si vous permettez, de vous le prouver. On vous dit qu'il y a des contrats à durée déterminée, bien sûr, il y en a trop. Il y a 15% de précaires aujourd'hui, il reste encore 85% de CDI, mais il n'y a pas de raison à ce que ces précaires existent. Il n'y a aucune raison économique. Il n'y a pas besoin de précarité pour développer l'économie. C'est même l'inverse. La précarité va contre l'idée de sortir de la crise. Si on vous rend flexible, vous travaillez moins bien. Ceux qui produisent le plus, ce sont les salariés bien formés, bien traités, bien payés. Ce n'est pas les autres. Et donc, en vérité, plus vous faites de flexibilité, plus il y a de chômage. Et donc l'idée même qu'il faudrait précariser, flexibiliser, etc. pour se sortir de la crise dans laquelle la banque nous a plongé, cette idée-là est fondamentalement contestable. Alors on dit oui, ben justement, on a taxé les contrats précaires. C'est pas vrai. Les CDD, 15% d'entre eux, eh ben les CDD, il n'y en aura que 80% qui ne seront pas taxés du tout, et 20% qui le seront. Puisque les CDD pour remplacement de salariés absents sont exclus, puisque les contrats d'usage qui existent dans 15 métiers différents sont exclus, puisqu'il peut y avoir des négociations de branche qui permettent d'exclure la taxation, et que vous avez les CDD pour les particuliers qui sont également exclus, et les CDD pour les jeunes de moins de 26 ans, parce qu'il y a plusieurs mesures d'exclusion, c'est pour ça que l'UNEF appelle à manifester aussi demain, contre les jeunes. Et donc vous avez 80% des CDD pas concernés. Vous me direz, oui, mais il y en a quand même 20% qui sont taxés. Alors, qu'est-ce que c'est taxe? Non. Les CDD étaient déjà majorés de 10%. Il y a une prime de précarité d'emploi. Et il y avait en plus 4% qui allaient au chômage, c'est-à-dire un CDD coûtait 14%, 10 plus 4. Là, pour certains CDD d'usage, ça sera 10 plus 4,5 au lieu de 10 plus 4, 0,5. Pour les CDD entre 1 mois et 2 mois, ça sera 1,5 de plus, c'est-à-dire ça sera à 15,5. Et pour les CDD inférieurs à 1 mois, ça sera 3 points, c'est-à-dire 17. D'accord? Mais avec tout ça, ça n'empêchera personne, aucun employeur de continuer à vous prendre. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas 1%, 1,5 point ou 2 points. D'autant que l'intérim reste à 15. C'est-à-dire que quand
ça passe de 14 à 17, ça devient plus cher que l'intérim, il est plus facile d'aller chercher dans la boîte d'intérim. Et les patrons d'intérim qui étaient dans la négociation voulaient absolument qu'il en soit ainsi. Ça fait 10 ans qu'ils exigent que les CDD soient plus coûteux que l'intérim et que ça passe par l'intérim et non pas par ailleurs. Donc vous n'aurez pas moins de précaires. Ah, l'affaire est pliée, elle est entendue. On me dira, oui, mais quand même, dans l'ANI, il y a écrit qu'un jeune, s'il est pris à moins de 26 ans, l'employeur bénéficiera, lui, d'une détaxation sur les allocations chômage s'il le prend en CDI. Alors, j'ai entendu, moi, Michel Sapin me dire, bah oui, mais il y aura des CDI pour les jeunes au lieu de CDD. Enfin, pendant 3 mois. Vous savez ce que ça va donner? La période d'essai est de 2, 4 ou 6 mois maintenant. Ça dépend des branches, ça dépend des situations. Vous prenez un jeune pendant 3 mois, dans une période d'essai par exemple de 4, vous le virez le 29e jour du 3e mois par exemple, ou du 4e mois, vous n'avez ni les 10% de précarité à payer, et là vous serez tout à fait déchargé des allocations chômage le concernant. Alors peut-être il y aura un effet d'aubaine, mais ça ne fera pas une stabilité plus importante, puisque au tout début même les CDI sont précaires. Et donc, en l'occurrence, il n'y a aucune mesure contre la précarité dans le premier point. Premier point. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez lutter contre les précaires, je vous conseille 2 méthodes. La première, c'est si vous voulez le faire par la dissuasion, par la majoration, mettez tout de suite à 25% comme les heures supplémentaires. Jouez pas sur 1 ou 2%. Et si, deuxièmement, vous voulez le faire, instaurez une règle qu'il ne peut pas y avoir plus de 5% de précaires par entreprise de plus de 20. Parce que c'est pas normal qu'à Renaud-Douai, où sur 4500 salariés, il y ait 2500 précaires, intérimaires, et les autres 1500 en pied. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est une méthode de gestion du personnel qu'on ne peut pas accepter. C'était pas comme ça dans les années 60, c'était pas comme ça dans les années 70. C'est par recul que ça s'est fait, par capillarité, ça s'est fait dans les années 90 et dans les années 2000. Donc il n'y a aucune raison d'accepter qu'on laisse dans l'entreprise gérer avec des précaires, qu'il y ait des CDI. Et c'était pourtant la promesse qui était faite. Parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, la feuille de route du gouvernement en septembre 2012, pour le sommet social dont je suis en train de parler, pour l'ANI dont je suis en train de parler, la feuille de route du gouvernement, elle proposait de lutter contre la précarité. Et quand on regarde entre la feuille de route et la signature du 11 janvier, il y a eu une sortie de route. Il y a une sortie de route. Le MEDEF a détourné la voie. Et donc, vous n'avez rien contre la précarité, croyez-moi. Et si vous voulez argumenter, si vous avez des militants qui le défendent, renvoyez-les-moi, parce qu'on peut faire les comptes. Même le MEDEF l'a fait. 155 millions, a-t-il calculé, seraient rapportés aux employeurs par le fait qu'il y ait plus de cotisation chômage pour les CDI courts, là. Mais 110 millions seraient payés, en théorie, si tout fonctionnait, par l'augmentation des taxes sur les CDD. 155 moins 110, 45 en plus dans la poche des patrons. Pourquoi le MEDEF a-t-il fait ce calcul? Parce que la CGPME n'était pas d'accord avec lui, et donc elle a montré par un calcul à la CGPME que finalement, sur la question des CDD et de la précarité, la formule qui était retenue était meilleure pour les employeurs qu'avant. Alors la CGPME dit, bon d'accord, c'est comme ça que ça a été signé. Il n'y aura pas un précaire de moins sur l'ANI. Ah, vous direz, ouais mais il y a une complémentaire santé. Complémentaire santé. Alors là, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de complémentaire santé, qui n'ont pas de mutuelle, et que c'est pas bien. Moi, je vous dis mon opinion, c'est que d'abord, il faudrait mieux renforcer la sécurité sociale. Parce que je ne sais pas pourquoi on nous fait un millefeuille avec les cotisations de la sécurité sociale, les cotisations de la mutuelle, une complémentaire santé, puis parfois encore des assurances personnelles pour pouvoir se protéger contre tel cas ou tel cas ou tel cas ou tel cas. Bon, ça c'est le contraire de ce qui était conçu au début avec la Sécu. Alors là, ils ont donc rajouté pour les gens qui n'en auraient pas, c'est essentiellement des gens dans les petites boîtes, une complémentaire santé dont je vous dis, dans l'ANI, elle serait payée 50-50 entre le salarié et l'employeur, elle serait sur un panier de soins réduit, elle ne compenserait pas ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, et elle serait mise en vigueur après une négociation de 18 mois, le 1er janvier 2016. Et tenez-vous bien, c'est l'employeur, dit l'ANI, qui décidera où va l'argent de la complémentaire santé, qui sera partagé 50-50 entre le salarié et l'employeur. Je vous fais tout de suite la critique de tout ça. Jusqu'à présent, on a fait une étude moyenne. Quand il y a des complémentaires ou quand il y a des mutuelles, des caisses de prévoyance, en général, la moyenne que payent les employeurs, c'est 57%. Et la part des salariés est de 43%. Là, c'est 50-50. Il n'y a pas de petites économies pour les employeurs. 2, le panier de soins est généralement plus avancé. Prenez par exemple la CMU. La CMU complémentaire, elle donne à peu près, c'est pas énorme, 173 € par lunette. Là, la complémentaire santé dans l'ANI donne 100 €. Donc, ouais, la différence. Mais c'est pareil pour les prothèses dentaires. Alors, pour les prothèses dentaires, vous avez encore un écart d'environ 30%. La CMU complémentaire est meilleure que ce qui est proposé dans le panier de soins de la complémentaire santé de l'ANI. Mais encore, quand j'en suis là,
Vous me direz, c'est des détails, est-ce que ça n'a pas quand même un avantage? Je vais vous dire non. Je vais vous dire le fond du piège dont personne ne parle. C'est qu'il y a une directive européenne qui date de la fin des années 90 et qui exige que la sécurité sociale renonce à son monopole. C'est-à-dire que l'URSSAF n'ait plus le droit monopolistique, c'est-à-dire en fait le monopole de la collecte des cotisations sociales. Vous m'entendez bien? C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est comme les trains privés sur les rails SNCF. C'est-à-dire que d'autres organismes pourront, le 1er janvier 2016, se présenter aux employeurs et dire « Monsieur l'employeur, je vous propose de collecter vos cotisations sociales et je propose d'assurer la suite envers vos salariés. » Or là, le point nodal de l'ANI, c'est que c'est l'employeur, au niveau de l'entreprise, qui va décider où va l'argent. Et il y a eu une bataille pour que ça ne soit plus les branches, parce qu'il y avait un trop fort poids des partenaires sociaux. Et il y a eu une discussion pour que ça ne soit même plus négocié au niveau de l'entreprise, mais que ce soit l'employeur qui ait le dernier mot. Je vais vous dire, c'est le jackpot pour AXA, Allianz, tous les grands assureurs privés qui se préparent. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont dans les comités d'entreprise de AXA, qui ont dit, les patrons ont fêté le champagne, ils ont dit, voilà, la porte est ouverte. Et c'est à partir du 1er janvier 2016, c'est le temps qu'ils se préparent pour présenter les formulaires aux chefs d'entreprise en disant « Versez-moi dorénavant, puisqu'il n'y a plus le monopole de l'URSSAF, versez-moi dorénavant l'argent des cotisations sociales de vos salariés. » Et comme ça ne sera plus sous contrôle des signatures des partenaires sociaux, vous aurez la dérégulation de la sécurité sociale et ce dont ils rêvent depuis toujours, le passage d'un service public à un service privé et à des services privés multiples. Ils ont un peu transformé les mutuelles en assurances, même si elles ne sont pas à but lucratif. Maintenant, vous aurez des assurances à but lucratif qui se mettront en concurrence avec les mutuelles et avec la sécurité sociale. Et ça fera comme ceux qui vous vendent du gaz là en douce contre EDF ou GDF, qui viennent vous voir, qui vous disent « Ah, contractez avec moi ». Et puis au début, on vous dit « Ah, mais non, c'est pas cher et c'est bien ». Puis après, on vous dira « C'est cher et c'est pas bien hein ». Et ça sera la mise en concurrence de la sécurité sociale. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher dans le point complémentaire santé. Il m'a fallu combien? 4 minutes pour vous le dire. Jamais vous aurez un média pour vous l'expliquer de cette façon-là. Mais lisez, c'est écrit dedans. Tous les éléments du dossier sont là. Informez-vous sur le fait que l'URSSAF n'aura plus le monopole de collecte des cotisations. Et vous voyez déjà que j'en suis à mon deuxième point. Hein. Je vais vous passer le troisième, le temps partiel. Ouais, on m'a dit, le temps partiel c'est bien, c'est le 8 mars après-demain. C'est bien pour les femmes, bah, évidemment, parce que c'est les femmes qui sont victimes du temps partiel. Il y a 3 700 000 temps partiels en France. Vous avez 85% de femmes qui y sont asservies, parce que dans la majorité des cas, c'est subi. Et vous avez 80% de non qualifiés qui sont soumis au temps partiel. C'est là que vous avez le plus de travailleurs, travailleuses pauvres. Voilà, grande distribution, caissière, tout ce que vous voulez. Bon. Alors là, on dit, oui, mais maintenant, ça va être bien, il va y avoir un plancher pour les temps partiels de 24 heures. On ne pourra plus faire moins de 24 heures, donc en fait, ça augmente quand même leur possibilité de vivre. Vous savez que le temps partiel commence à 34 heures, c'est 1 heure en dessous de 35. Et puis, il n'y avait pas de plancher jusqu'à présent. Enfin, il y en a eu un il y a 20 ans, c'était 20 heures, ça n'a rien changé d'ailleurs à l'époque. Mais là, il y a un plancher à 24 heures. Quand on vous dit ça, répondez, c'est pas un plancher, c'est une passoire. Je vais vous donner les dérogations au plancher dans l'ANI. Vous pourrez le lire. Première dérogation, tous celles et ceux qui sont à temps partiel aujourd'hui ne sont pas concernés. 3 minutes. Deuxième dérogation, ceux qui sont auprès des particuliers ne sont pas concernés. Deuxième dérogation. Troisième dérogation, ceux qui ont moins de 26 ans, qui font des études, etc. Deuxième discrimination par l'âge, ne sont pas concernés. Quatrième dérogation, celles et ceux qui veulent pour obtenir un temps plein, pas dépasser leur temps entre 2 ou 3 employeurs, vous voyez déjà auront le droit d'être en dessous de 24 heures. D'accord? Et enfin, vous pouvez de vous-même, vous, salariés, demander à votre employeur d'être en dessous de 24 heures. Alors là, si vous avez un point, c'est le moment que je le fasse, parce que je vais gagner du temps sur la suite. Vous savez ce qui caractérise un contrat de travail. C'est un lien de subordination juridique permanent. Un lien de subordination juridique permanent. Il n'y a pas de liberté en droit du travail, il n'y a pas de volontariat en droit du travail. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat. Quand vous êtes dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de démocratie, vous êtes subordonné. C'est important, parce que le Code du travail est un ensemble de contreparties à la subordination. C'est parce que vous êtes subordonné qu'en échange, vous avez des droits. Parce que vous êtes subordonné, que vous bénéficiez de protection et de toute une série de modalités de recours, de règles qui vous protègent dans votre subordination. À tel point que Mme Parizeau avait fait l'année dernière un colloque sur la soumission librement consentie.
l'idée était simple, hein, ça se tenait à Wagram d'ailleurs. L'idée était simple, c'est que si c'est la soumission librement consentie, vous n'avez pas de droit de demander en échange, puisque vous acceptez. Ce n'est pas une subordination qui se négocie avec contrepartie, c'est une acceptation sans contrepartie. Bon, elle n'a pas encore fait passer ça, mais bien entendu, c'est son rêve. Et c'est le rêve idéologique qu'on nous passe. Je vais raconter mon histoire préférée, c'est d'arriver dans une entreprise et de voir une DRH qui me dit bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. À chaque fois je dis quoi, des collaborateurs? Il y a des gens extérieurs à l'entreprise ici, ils ne sont pas déclarés, ils sont clandestins, vous ne les avez pas mis sur le registre du personnel. Ah bah non monsieur l'inspecteur, non, ils sont salariés. Bah, pourquoi vous appelez collaborateurs alors s'ils sont salariés? On ne peut pas être à la fois subordonné et collaborateur, ça ne colle pas ensemble quoi, hein, c'est pas possible. Mais si, on dit ça, on les appelle collaborateurs, c'est pour les valoriser. Bien sûr que non, madame, c'est pas valorisant. Hein. Vous leur faites croire n'importe quoi, parce que c'est l'idée, vous êtes dans le même challenge, vous êtes dans le même défi, vous êtes dans le même bateau, enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau. Vous restez amarré sur le quai au Pôle emploi, et vous apercevez que vous n'étiez pas du tout collaborateur, mais bel et bien subordonné. Hein. Ah oui, mais c'est dommage, monsieur l'inspecteur. Écoutez, j'ai pas le mot collaborateur dans le code du travail une seule fois, il est gros comme ça. Pourquoi vous les appelez collaborateurs? Pour moi, c'est salarié, je suis inspecteur du travail, je suis un juriste. Pourquoi vous avez besoin de les baptiser autrement? C'est très important, ces expressions. Hein. Appeler autrement les choses pour les changer. Hein. Et la DRH disait, mais c'est pour les valoriser, c'est mieux entre nous. Voilà, enfin bon. Enfin, si en 1945-46 on avait mis le mot collaborateur dans le code du travail, je ne suis pas tout à fait sûr que les gens l'auraient perçu de façon valorisante, quoi. Hein. Mais c'est très important cette histoire, parce que le rapport entre le contrat, il n'y a pas de volontariat dans le droit du travail. Quand on vous dit vous aurez la liberté de travailler le dimanche, c'est faux. C'est le patron qui décide. Quand on vous disait vous aurez la liberté de travailler plus, c'est faux. Il n'y a jamais un salarié de ce pays qui décide de travailler plus. C'est son employeur, sinon il ne le prend pas, voilà. C'est comme il faut faire attention à tous ces vocabulaires. C'est quand on vous dit un employeur vous donne du travail. Mais un employeur vous donne jamais rien. Jamais un employeur n'a donné quelque chose à son salarié. Où ça? Quand ça? En quel lieu? Le salarié, il vend sa force de travail, l'employeur le paye et tente de prendre un profit dessus le plus important possible. D'ailleurs, s'il ne prend pas de profit, il le vire. Donc il n'y a pas de don. Il y a un échange avec un salaire et puis un profit. C'est pas compliqué. L'idée, on donne du travail. Tous ces mots-là, derrière l'ANI, comptent douloureusement. Parce que quand on arrive à l'affaire du temps partiel, vous allez voir que non seulement il n'y a pas de volontariat, mais dedans, il y a écrit, alors tenez-vous bien, là, vous êtes tous assis, qu'il y aura maintenant la possibilité pour l'employeur 8 fois par an de vous faire des paquets d'heures complémentaires. Quand il le décidera, quand il le voudra, mettons vous êtes à 20 heures, il pourra parfois vous faire un paquet de 14 heures. 2, qu'on ne sait pas comment sera payé ce paquet d'heures supplémentaires. 3, que le salaire sera lissé sur l'année. Imaginez qu'il vous fasse faire un paquet d'heures complémentaires dans le premier trimestre, c'est lui qui vous fait faire, c'est vous qui faites une avance sur salaire à votre employeur pour la suite de l'année, d'accord? Vous voyez le... Bon. 4, il y aura renégociation pour savoir combien de coupures il y aura dans la journée et la durée des coupures. Jusqu'à présent, on avait obtenu que ce soit 2 heures par jour et que ce soit limité à une coupure. Là, il y aura renégociation, c'est dit dans l'ANI, pour voir les coupures et la durée des coupures. Les durées des coupures. Bon, ensuite, vous aurez la possibilité quel est le dernier des points sur le temps partiel, j'oublie, je crois que j'ai peut-être tous fait. Ah oui, non, oui, voilà, les heures complémentaires, le taux. Alors, il est dit que l'heure complémentaire sera payée, alors, suivez-moi bien, à 10% dès la première heure. Alors bon, c'est présenté comme une grande victoire. Vous savez peut-être pas que quand vous avez des heures complémentaires, vous êtes à 20 heures, il faut 10% pour que l'heure soit majorée. C'est-à-dire il vous faut 2 heures, 22 heures, 10%, et la 23e heure est majorée aujourd'hui à 25. D'accord? Bon. Et maintenant, c'est présenté comme un grand avancé que la 21e heure soit majorée à 10. Mais si vous en faites 30 dans la semaine, ça veut dire qu'à partir de la 23e heure jusqu'à la 30e heure, vous avez au total 8 heures qui sont majorées à 25. Mais si c'est majoré depuis la première heure à 10%, vous aurez 10 heures à 10%. Donc vous aurez moins avec ce système qu'avec le système ancien. Voilà. Et pour vous dire qu'il n'y a pas de petites économies, n'est-ce pas? Et donc il n'y a rien sur le plan du temps partiel qui, par ailleurs, devrait être absolument encadré, qui devrait être fortement
majorées, les heures ne devraient pas être complémentaires, mais supplémentaires, et elles devraient être exceptionnelles, imprévisibles. Voilà, on peut faire avec une priorité de réembauche à temps plein, et on devrait rendre pour les entreprises plus coûteux le fait qu'elles prennent les caissières, 90% de femmes à temps partiel, qu'on met avec des amplitudes de journée, le matin, le midi, le soir, selon les besoins de l'ordinateur, de la caisse des clients et des marchandises. C'est ça qu'il faut réglementer, c'est pas dire, voilà, je mets un plancher à 24 heures et à 10%. Vous m'avez suivi sur le temps partiel? Je vais faire des progrès pour aller plus vite sur la suite, parce que maintenant il s'agit du chômage partiel. Ah non, excusez-moi, c'est plus le chômage partiel, c'est rayé du texte. Ce sont les activités partielles. Ça remplace le chômage partiel. Et l'activité partielle, elle était faite depuis Sarkozy à 1000 heures, et ils ont trouvé que c'était pas assez, donc vous avez un annexe de l'ANI qui rend possible de faire 2 fois 900 heures, c'est-à-dire 1800 heures dans l'année, avec du chômage partiel, c'est-à-dire des heures payées et des heures pas payées, et les heures pas payées pourraient être de la formation qui pourrait devenir obligatoire, ça dépend à quel moment du texte on le lit, et où l'indemnité de compensation pour la formation qui était 75% baisse à 70 pour les 900 premières heures, et de 75 à 65 pour les 900 heures suivantes. C'est-à-dire que vous avez un allongement des possibilités d'activité partielle, où vous avez une perte de salaire du salarié, mais il est bien soigneusement précisé que le contrôle de l'inspection du travail, qui était de 20 jours pour rendre sa réponse quand elle le contrôlait a priori, ne sera plus que 15 jours, et que le versement par les organismes de la direction départementale du travail, devenu maintenant direct, j'en parlerai plus tard, eh bien ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'avant, et que sans aucun doute ça sera augmenté. C'est-à-dire qu'il y a un encouragement aux activités partielles pour masquer en partie le chômage par l'augmentation de ce que s'appelait avant le chômage partiel. Bon, on ne vous a pas tout, hein. Parce qu'après, il y a un chapitre sur les CD2I. C'est les contrats à durée indéterminée, intermittent. Alors ça, le négociateur syndical du principal syndicat qui a signé avait dit le 9 janvier dans le nouvel opérateur, jamais je signerai ça, c'est une brèche contre les CDI. Ben, il l'a signé le 11 janvier. Alors c'est expérimental, on l'a dit. Il y a trois endroits. Le chocolat, les articles de sport et la formation. Alors pour le chocolat, je vous le dis tout de suite, ça ouvre l'agroalimentaire. Pour les articles de sport, ça ouvre tous les loisirs. Et pour la formation, ça ouvre tous les services ensuite. Et en fait, le CD2I n'est pas encadré. Avant, il fallait un accord de branche étendu. Là, c'est expérimental dans des entreprises de moins de 50, sans accord étendu, comme c'est précisé dans les 3 secteurs que je viens de vous dire. Est-ce que c'est un progrès pour les salariés, une sécurisation de l'emploi, que d'être embauché pendant 4 mois avec un salaire lissé sur l'année, hein, divisé par... Et sans limite d'heures, sans plancher, hein, sans plancher. Je vous dis tout de suite que ça va remplacer des aspects saisonniers où il y avait des choses qui étaient négociées avec des éléments plus favorables, ça va remplacer des temps partiels dans d'autres circonstances, et qu'il y aura des glissements vers la précarité du CD2I par rapport aux autres formules contractuelles, puisque c'est en fait un champ en friche nouveau qui casse quelque part le CDI ancien, les 35 heures ou la mensualisation. Et le salaire lissé, ça casse la mensualisation. Bon, allez, j'avance. Il va y avoir des droits rechargeables pour les chômeurs. Ah ça, si vous ne l'avez pas entendu. Alors les gens s'interrogent pour les droits rechargeables pour les chômeurs. Qu'est-ce que c'est que ça, un droit rechargeable? On aura le droit d'avoir tout le temps des indemnités? Bien sûr que non. L'idée est que vous êtes licencié. Vous avez le droit à 8 mois. Parce que vous avez cotisé, tout ça. Parce que attention, pour moi, l'assurance chômage, c'est un dû. Hein. C'est pas une aumône, c'est pas un assistanat. Vous avez cotisé. Et donc quand on vous paye des indemnités, c'est parce que ça vous est dû. Vous n'êtes pas assisté, j'insiste bien là-dessus. Bon là, vous aurez droit à 8 mois d'indemnité parce que vous aurez cotisé longtemps. Et on va vous proposer un boulot de 2 mois au bout de 2 mois. Mais vous hésitiez avant peut-être, parce qu'il y a le soupçon que le chômeur, il veut toujours rester chômeur, qu'il va aller jusqu'au bout de ses indemnités. Alors là, la formule qui est inventée, c'est que si on vous propose 2 mois, au bout de 2 mois, sur vos 8 mois, vous pourrez les faire, puis si ça ne marche pas, et bien vous retrouvez vos droits anciens, c'est-à-dire vos 8 mois, ça continue à courir, c'est rechargeable. Vous m'avez suivi? Alors, ne croyez pas que vous avez un sou de plus, parce qu'il y a une expression extraordinaire dans l'ANI. Ce sera au fil de l'eau ex post. Alors, si vous n'êtes pas attentif aux détails, au fil de l'eau, l'expression existe au Pôle emploi pour vous dire que c'est sans dépenser un sou de plus. Ex post, c'est pour vous dire qu'on fera le bilan à la fin et qu'on vérifiera s'il n'y a pas un sou de plus de dépenser, car sinon on alignera l'ensemble des indemnités pour que ça ne fasse pas un sou de plus.
Et Mme Parizeau, elle a donné l'interprétation, elle remet, le 3 février d'ailleurs, elle remet ça sur la table en disant qu'il faut donc reprendre des indemnités dégressives pour les chômeurs. Rechargeables, dégressives. En vérité, vous n'avez pas un cadeau, pas une protection supplémentaire pour aucun chômeur de ce pays, derrière la magnifique expression qu'on va vous servir dans les radios, les télés, de droits rechargeables. Mais vous n'avez pas les droits rechargeables, on va vous dire, vous avez la portabilité des droits. Là, je transpire un peu. Il s'agit de savoir si, quand vous aviez une mutuelle, une complémentaire santé, vous êtes au chômage, quand vous êtes viré de l'entreprise, est-ce que vous perdez tous vos droits à mutuelle ou pas? Alors ça a déjà été négocié en 2008 et en 2009. Il y a un ANI qui a été signé, la CGT l'avait signé, qui disait que vous aviez droit à 9 mois de portabilité. Là, il le porte à 12. Mais le problème est qu'il n'y a pas eu de bilan de l'année 2008-2009. La CGT réclame, il y avait une commission de suivi et un bilan qui avait été fait. Combien ça a touché de monde? Est-ce que ça a protégé? Et c'est très difficile à savoir. Parce qu'il faut des gens qui avaient des droits mutuels, qui ont été licenciés, qu'il reste 5, 6, 7, 8, 9 mois, et qui à 9 mois ne perdent tout. Là, ça sera 12 mois, donc on peut dire que c'est un tout petit progrès. Mais en vérité, on ne sait pas combien de gens ça sera. Donc la portabilité de vos droits mutuels est une... La CGT dit, j'avais déjà signé, s'il vous plaît, patronat, veuillez-nous nous dire combien ça a touché de gens. Parce que c'est une toute petite poignée, parce qu'on n'a pas pu vérifier, parce qu'on ne sait pas, parce que même le Pôle emploi n'est pas capable de vous donner un chiffre à ce propos, alors que ça fait déjà 3 ans que c'est en vigueur. Alors si on vous présente ça comme une grande merveille, dites ça fait 3 ans que c'était en vigueur, et nous aimerions bien savoir comment ça a fonctionné depuis 3 ans. C'est un système très compliqué, on n'en voit pas le bout. Alors on va me dire, déjà, je suis méchant là, qu'est-ce qui me reste encore dans les 27 points importants? Je ne vais pas tous les faire, mais encore que. Vous arrivez au moment où il va y avoir les informations des IRP. IRP, institution représentative du personnel, comité entreprise, délégué du personnel. Il y a des documents qui doivent être remis, c'est dans le code du travail actuel, depuis des années et des années, et une fois par trimestre, une fois par semestre, parfois une fois par an, l'employeur doit communiquer des informations aux organisations syndicales concernant le bilan social, concernant la comparaison des salaires hommes-femmes, concernant le nombre de précaires qu'il y a dans l'entreprise, concernant les perspectives. Bon, blablabla. Alors, jusqu'à présent, c'est des dates fixes et des documents fixes, précis, avec des intitulés. Et là, tout ça va sauter. Ça sera une base unique de données. Tout sera sur une base unique de données, c'est présenté comme un miracle. Les élus du personnel auront accès à la base unique de données en permanence. Je vous jure que, connaissant le fonctionnement, la base de données sera prévisionnée vers à peu près 18h ou 20h le 31 décembre de chaque année. Hein, parce que c'est annuel. Et que vous aurez du mal à extirper pour avoir des informations. Avant, quand il y avait un document fixe avec un intitulé fixe, vous pouviez l'obtenir. Maintenant, je vous promets que vous courrez après. Bon, on vous dit, mais c'est quand même mieux, ça ne marchait pas bien avant, etc., etc. Mieux pourquoi? Alors, mieux pour passer des accords d'entreprise. Alors, premier accord d'entreprise qui nous est donné, c'est des mutations internes volontaires, et d'autres, c'est des mutations externes volontaires. Commencez par les mutations externes volontaires. Vous allez dans une entreprise, vous voulez aller dans une autre. Tiens donc, il y en a beaucoup en ce moment qui veulent faire ça. Et alors vous pourrez, si votre patron est d'accord. Et quand vous serez dans l'autre entreprise, vous pourrez revenir si votre patron est d'accord. Et vous aurez le droit de retrouver un poste similaire. Similaire, hein, pas identique. Mais si ça ne marche pas, vous ne revenez pas, vous ne prenez pas le poste, vous serez démissionnaire. On décide à votre place que ça sera une démission. Ce qui est d'ailleurs, à mon avis, anticonstitutionnel, parce qu'on ne peut pas, à la place du juge, qualifier la nature du contrat de cette façon-là. Bon, mais laissons de côté. La mutation externe volontaire, je trouve que ce sera un parcours extraordinaire. Extraordinaire. Je ne vous engage pas forcément à le faire, parce que les femmes qui sont de retour de congé maternité savent ce que c'est qu'un poste similaire. Il est vraiment similaire. Il ne ressemble pas à celui que vous aviez avant, et c'est souvent comme ça qu'on va se débarrasser de vous, en vous mettant dans des situations beaucoup plus difficiles. Pour travailler, vous n'aurez pas... Bon, vous comprenez. Ah, il y a la mutation interne volontaire. Alors la mutation interne volontaire, c'est un accord d'entreprise. Monsieur le syndicaliste, là-bas, vous êtes où, CFTC? Alors, bah oui, il faudrait que vous ayez 50% des adhérents derrière vous. Bon, on va faire une assemblée, hein. On va faire une grande réunion où on va consulter les salariés. D'ailleurs, moi, patron, je m'en charge. Je m'en charge, on va aller les consulter. Et puis, on aura un accord d'entreprise. Et il pourrait y avoir des mutations internes volontaires. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de volontariat en droit du travail. Mais là, je vais vous faire gagner du temps. C'est France Télécom.
Comment on change les postes des gens, comment on peut les faire passer d'une filiale à une autre, comment on va le passer d'un secteur du groupe à un autre secteur du groupe. Au début, ils ont même discuté dans les coulisses, parce que je discutais avec Morad Rabi, qui était le négociateur CGT, j'étais avec lui au Puy la semaine dernière, et il me disait, il y a quelques points sur lesquels ils se sont engueulés entre les signataires et le MEDEF. Et ben, par exemple, il y avait ça, est-ce qu'il y a une zone de 300 km où on pourra vous muter 500. Et puis finalement, ils n'ont pas mis de zone. C'est-à-dire qu'on peut vous muter n'importe où sur le territoire et même éventuellement dans une filiale à l'étranger, mutation interne volontaire suite à un accord collectif. Mais ce qui est nouveau, parce que vous me direz ça existait déjà en partie, France Télécom la preuve, ce qui est nouveau, et là il faut un petit temps pour vous l'expliquer, c'est que vous ne pourrez plus invoquer votre contrat de travail pour le refuser quand un tel accord aura été signé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas nouveau qu'il y ait des accords dérogatoires d'entreprise. François Fillon avait imposé ça par la loi du 4 mai 2004. Le 4 mai 2004, il avait permis il avait, comment on dit, inversé la hiérarchie des sources de droit. C'est-à-dire qu'avant, la source de droit, vous avez, mettons une directive européenne éventuelle, mais enfin, la loi cadre, une loi, un accord national interprofessionnel, un accord de branche, un accord d'entreprise. Avant, l'ordre public, le principe de faveur, se diffusait de haut en bas et irriguait l'ensemble du corps social et des petites entreprises, la petite TPE jusqu'au boulanger du coin. Et la serveuse du boulanger pouvait se trouver protégée par l'ensemble de cette hiérarchie des sources de droit. Et ce qu'a permis Fillon, c'est qu'une entreprise passe un accord qui déroge à l'accord de branche, qui déroge à l'accord national interprofessionnel, qui déroge à la loi quand celle-ci le permet. Inverser la source de droit. C'est-à-dire que vous sapez l'ordre public social par le bas. Je ne peux pas trouver une meilleure image, c'est si vous avez un petit fond de café dans votre tasse, vous mettez le sucre par le haut, vous voyez encore les arêtes blanches du sucre, c'est l'ordre public social, puis par le bas, le sucre commence à fondre, parce que petit à petit, il s'effondre. Et bien c'est de cette façon-là qu'un accord d'entreprise peut saper, des accords d'entreprise peuvent saper l'ordre public social, et que vous avez une inversion de la hiérarchie des sources de droit. Fillon avait fait ça le 4 mai 2004, mais il avait laissé quelque chose de très important. C'est qu'un salarié pouvait dire, mais moi je ne veux pas de cet accord dérogatoire, je le refuse, je ne veux pas avoir de perte de salaire. Et il était dans son droit. C'est-à-dire que l'employeur n'avait plus qu'à prouver qu'il fallait dans ce cas-là qu'il le licencie. Et il le licenciait avec toutes les protections affectées à une rupture, un licenciement économique. C'est fini. L'ANI explique que le salarié qui refusera la mutation interne volontaire résultant d'un accord collectif dans l'entreprise sera de lui-même en faute, ce sera le motif d'un licenciement personnel, c'est-à-dire que ce sera une cause réelle et sérieuse. Autre chose que je trouve d'ailleurs anticonstitutionnelle, parce qu'encore une fois, on n'a pas à présumer la décision du juge pour qualifier la rupture du contrat, mais c'est écrit comme ça dans l'ANI. Suivez bien. Ça se développe encore dans le point suivant, c'est les fameux pactes de maintien de l'emploi. Alors si vous avez suivi ce qui est arrivé au Continental, si vous avez suivi ce qui est arrivé à Bosch il y a 10 ans, c'est l'entreprise qui vous dit « je suis en difficulté conjoncturelle » et donc je dois vous baisser vos salaires parce que sinon je mets la clé sous la porte. Ça c'est la méthode, le canon sur la tempe, tu baisses ton salaire ou t'es dehors. Alors en principe les salariés pouvaient refuser, et même leurs organisations, leurs représentations personnelles, OCE, etc., leurs organisations syndicales pouvaient refuser. Déjà le chantage s'exerçait parce que quand ils acceptaient, après d'ailleurs la plupart des cas ils ont perdu après, hein. Il n'y a pratiquement pas d'exemple où ils ont gagné après. Et bien là, ça rend possible, par accord collectif, un pacte de 2 ans, bien 2 ans, qui puisse baisser les salaires et augmenter les horaires. C'est-à-dire qu'on peut parce qu'il y aurait des difficultés conjoncturelles, vous imposer cela pendant une période de 2 ans. Alors sachez bien que c'était ce qu'il y a 1 an, on nous avait présenté comme pacte de compétitivité. Vous vous rappelez bien. Mais à l'époque, c'était que d'1 an. À l'époque, c'était que sur la durée du travail. Là, c'est sur la durée du travail, les salaires et 2 ans. Et avec la précision supplémentaire que celui qui refuse se met dans son tort, il sera licencié avec ses droits, mais il n'aura pas l'objet d'un plan social, il n'aura pas d'accompagnement, il n'y aura pas de mobilité, il n'y aura pas de complément, il n'y aura pas de supplément du fait de ce licenciement. C'est-à-dire que celui qui dit « je suis contre le pacte de maintien de l'emploi où on me baisse son salaire », il est dehors sans avantage aucun. C'est encore une fois une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour ceux qui font du droit du travail, c'est aberrant. Ça fait des dizaines d'années
qu'il y a une protection particulière au contrat de travail qui est synalagmatique et qui est en usage et qui résiste à peu près à tout, même quand il y a des choses défavorables dans l'entreprise. Et là, que vont vous dire les chefs d'entreprise? Je suis en difficulté conjoncturelle. Qu'est-ce qu'une difficulté conjoncturelle? Je gagnais 15% de marge de profit, je ne gagne plus que 13%. C'est conjoncturel. Je vous fais un pacte de maintien de l'emploi, je vous baisse votre salaire parce que je n'ai plus que 13% à la place de 15%. Ah non, là, ça sera 12%. Ben vous allez perdre les 3% ou les 4% ou les 5% de salaire qui font la différence. Et c'est donc appréciable de cette façon-là. Ah, vous ne voulez pas signer? Ça ne fait rien. Comme je ne peux pas, la banque ne me soutient plus, je m'en vais, je ferme. Et vous aurez la dispute, même si vous avez un bon délégué syndical qui dit « je ne veux pas », le patron réunira tout le monde et dira « ah, le délégué syndical ne veut pas signer l'accord que je lui propose, donc c'est par sa faute si je ferme ». Et vous aurez les gens qui viendront derrière le délégué syndical, parce qu'ils auront le pistolet de l'employeur sur la tempe, pour lui dire « signe, 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 signe ». Parce que je préfère perdre de salaire que d'être au chômage. Donc vous avez un système qui s'introduit, qui vous permet de renverser l'ordre public social et les garanties sur les salaires et les garanties sur la durée du travail par le biais de ces pactes de maintien, dit de maintien de l'emploi. Allons plus loin, parce que c'est pas fini. Quand on va après ça parler de licenciement, eh bien les actuels plans de sauvegarde de l'emploi, vous savez, il y en a plein les journaux. À PSA, à Goodyear, à Mittal, à Sanofi, à Pilpa, à Molex, partout vous avez eu des plans sociaux. Le plan social, vous avez droit à un premier comité d'entreprise, vous faites une alternative quand vous êtes syndicaliste. Le deuxième plan social, vous discutez comment il va se procéder, à quel moment, quel délai, pour qui. Et ensuite, troisième plan social, vous avez les noms, et on choisit entre guillemets, ceux qui vont être dégagés et licenciés. Ça peut durer 45 jours, puis ça peut durer plus longtemps quand il y a des erreurs de forme. Et ça, vous avez vu, peut-être c'est le cas dans l'entreprise l'autre jour de Fralib, qui après 884 jours ont gagné devant le juge que toute la procédure était annulée et qu'elle devait recommencer. Et donc, comme Mme Parizeau pense que ça insécurise les employeurs, elle a proposé, et le MEDEF a fait passer ça dans l'ANI, que le plan social pourrait être maintenant raccourci, allégé, les informations diminuées et se faire plus vite. Alors comment? Deux formules. Première formule, vous consultez, vous êtes employeur, vous consultez votre comité d'entreprise. Consulter, ça veut dire consulter. Hein. Il dit ce qu'il veut, ça n'a pas de quoi. Hein, d'accord? Ensuite, après, vous faites le plan social raccourci. Voilà. Il ne veut pas, vous signez un accord d'entreprise, monsieur le délégué CFTC, voulez-vous venir signer le plan là? Et si vous le signez, pas, je ferme tout de suite, de toute façon, et j'en donnerai encore moins que ce que je viens de proposer dans le plan que je suis en train d'élaborer. C'est le patron qui fait le calendrier du plan. Ça ne marche pas, il n'a pas d'accord d'entreprise, il n'a pas l'avis de son CEO, il peut aller voir la directe. Alors la directe, excusez-moi pour le jargon, hein, avant on avions des directeurs départementaux du travail, vous aviez des inspecteurs, puis il y avait une hiérarchie qui était issue du travail. Là, la directe, c'est l'espèce de sous-préfet, une espèce de monstre administratif qu'ils ont concocté, qui dirige tous les services de contrôle, y compris la concurrence, la consommation, etc. Vous avez vu ce que ça donne sur la viande de cheval, etc. Tellement il y en a peu maintenant, parce qu'ils ont déstructuré les services de contrôle. Et donc ils ont aussi déstructuré, par le même coup, ils ont porté des coups à l'indépendance de l'inspection du travail. Et c'est le direct, le suppléant maintenant actuel de ce monstre administratif, le directeur qui va trancher avec le patron du contenu du plan social pour l'homologuer. Homologuer. Homologuer, ça veut dire que le patron qui n'a pas eu l'accord de son CE, qui n'a pas eu d'accord d'entreprise, va voir le direct et lui dit « homologuez ce que je vous propose ». Et le direct aura 21 jours. 21 jours. Il a intérêt à avoir une bonne administration. Hein. Parce que s'il dépasse les 21 jours, ça veut dire qu'il a dit oui. Et le plan commence le 22e jour. Si il dit oui d'avant, le plan commencera quand même le 22e jour. C'est-à-dire que Pilpa, Fralib, Goodyear, ils ont perdu avec l'ANI. C'est en ça que ça facilite les licenciements. C'est en ça qu'il y aura plus de chômeurs. C'est ça le principal cadeau au patron. Ils voulaient faciliter les licenciements. Nous voulions contrôler les licenciements. Nous voulions une loi pour contrôler les licenciements boursiers. Il y a une loi pour faciliter les licenciements boursiers. Ça, c'est dans l'ANI. Ça, c'est ce qui va transcrire l'ANI. Et quand j'en suis là, je suis un petit peu en colère, parce que c'est le contraire du point de vue de la protection de l'emploi, du titre. C'est une antinomie à la protection de l'emploi. Alors on va me dire, ouais, mais enfin, il y a quand même des petits aspects dans l'ANI qui sont positifs. Regarde, il y a des membres qui vont être des salariés qui vont être au conseil d'administration.
Attendez. Oui, il va y avoir des salariés qui vont être membres des conseils d'administration dans des entreprises de plus de 10 000 salariés qui en auront 5 000 en France. Tout de suite, on sait le nombre. Il y en a 229. Ah, mais c'est bien, dans 229, c'est déjà ça. Oui, mais on ne sait pas s'ils seront élus, cooptés, ni comment ils y arriveront. Bon. Deuxièmement, il y a une précision dans l'ANI, c'est qu'ils ne devront pas être membres d'un comité d'entreprise, ni d'un CHSCT, ni délégués du personnel, ni délégués syndical. Il faudra qu'ils aient aucun autre mandat. Déjà, c'est une bête rare. Hein. Ni élu, ni coopté, n'ayant aucun mandat, il arrive d'un seul coup au conseil d'administration. Donc 229 boîtes. Alors quel progrès géant, n'est-ce pas? Mais attendez, il sera soumis à confidentialité sur les thèmes que décidera l'employeur et pour la durée que décidera l'employeur. J'invente rien. C'est écrit noir sur blanc, vous lisez, voilà, tous les textes sont là, hein, il n'y a pas une seule invention. On me dirait, ouais, mais il y a quand même quelque chose après, non? Il y a quelque chose dans l'ANI, t'as rien oublié non? Les prud'hommes. Alors les prud'hommes, c'est presque le pire. Enfin non, c'est pas le pire. Non, j'ai oublié le pire sur les licenciements. Ah tiens, je suis désordonné ce soir. Il y a un petit détail dans les licenciements qui n'est pas rien. C'est que, vous le savez peut-être, il y a des critères pour licencier les gens. Et dans les 4 critères, jusqu'à présent, depuis des décennies, on protège d'abord les gens qui ont une charge de famille ou des difficultés sociales. Puis ensuite, on prend le critère de l'ancienneté. Puis ensuite, on prend le critère du poste et de la qualification. Et ensuite, après, il y a un jugement plus subjectif sur la place qu'il a dans l'entreprise, qui est là plutôt le jugement du patron. Et bien le critère 1 et 4, ils sont renversés. C'est-à-dire que ça n'est plus le critère de la difficulté sociale ou de la charge de famille du salarié, ça saute, et c'est le problème des compétences professionnelles qui sera apprécié en premier. Les compétences professionnelles, chers amis et camarades, nous refusons cette expression. Nous syndicalistes, nous voulons qualification. Ce n'est pas encore une petite bataille. Qualification, c'est des diplômes, c'est une formation, c'est une expérience professionnelle, c'est la validation d'acquis de l'expérience. Ça se mesure. Il y a des niveaux, des coefficients, des échelons et une qualification. Si vous remplacez ça par compétence, c'est la tête du patron qui décide qui est compétent et qui n'est pas compétent dans une entreprise. Vous le savez comme moi, on décide que quelqu'un qui est bien vu, qui n'est pas syndicaliste, il est vachement plus compétent que le syndicaliste qui lui a posé 3 fois la question de la revendication, du respect de la convention collective. C'est évidemment comme ça, la compétence. Et donc vous avez un changement, c'est peut-être un des aspects les plus vicieux. Je dis, mais il y en a d'autres petits aspects vicieux, oui. Oui. Jusqu'à présent, quand on avait passé un seuil, l'employeur était obligé de faire des élections du personnel. Plus de 10, vous êtes 11, il faut faire des élections. 50, 49. Moi, j'avais des patrons dans mon secteur, ils ne voulaient jamais dépasser 50 pour ne pas avoir de CE. Même un gars dans une brasserie m'avait dit, je préfère vendre que d'avoir un CE. Comme ça se calculait sur 3 ans, les effectifs incluent les temps partiels et tout ça, parce qu'on les prenait au prorata, y compris les CDD, j'avais réussi à le coincer, j'avais passé des heures, mais j'ai réussi à le coincer, à montrer qu'en fait, il y avait eu plus de 50 pendant 1 an sur 3 ans, donc à lui imposer un CE. Bon, mais maintenant, il y a une petite clause dans l'ANI, c'est qu'il faudra qu'il attende 12 mois, il a 3 mois de plus pour mettre en place son CE s'il a passé un seuil. C'est rien, 3 mois de plus, pour appliquer une loi qui existe depuis 1945. Comme s'ils n'étaient pas préparés, ces gens-là, à avoir un comité d'entreprise ou à avoir des délégués du personnel. Ils avaient 9 mois pour se mettre en règle quand un seuil était dépensé. Maintenant, ils auront 12 mois. C'est rien, mais c'est insultant de faire cette chose-là. Hein, c'est insultant de faire cette chose-là. Voilà. Et puis après, vous avez parfois des CHSCT, chose dont les gens ont du mal, c'est comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Eh bien, quand vous avez une entreprise qui aura plus de 20 CHSCT et qu'il se passe quelque chose dans un établissement, appelons-le au hasard AZF, eh bien, le groupe pourra ne pas consulter son CHSCT local dans l'entreprise, mais faire un comité extraordinaire au-delà de 20 CHSCT. C'est-à-dire qu'il court-circuitera toutes les expertises qui peuvent être faites à partir du terrain par le salarié qui a le nez sur la difficulté, qui sait pourquoi il y a un risque, etc. Eh bien, l'employeur pourra passer par-dessus et au-dessus de 20 CHSCT faire une commission supra qui décidera des choses. Il n'y a pas de petits détails. Est-ce que j'en ai oublié? Bien sûr, j'arrive aux prud'hommes. Parce que les prud'hommes, avant, il fallait 5 ans pour saisir les prud'hommes. 5 ans après, vous pouviez dire, puis vous savez, les gens, ils ne savent pas ce que c'est les prud'hommes. Hein. Beaucoup. S'il y en a 4,5 millions qui votent pour les élections prud'hommes, c'est un miracle. C'est magnifique qu'il y en ait 4,5 millions qui votent. C'est bien qu'il y ait des élections, parce que pour l'instant, elles sont suspendues. Elles vont avoir lieu en 2014, Sarkozy les a reportées. J'attends encore que la date des élections soit rétablie. Bon, mais
Les prud'hommes, c'est la plus belle justice du travail. Mais Madame Parizeau, là, dans le collimateur, le MEDEF, là, dans le collimateur, des gens venaient dans ma permanence à l'inspection du travail, et c'est monsieur l'inspecteur, j'ai été viré, etc. Voilà, mes heures sup. Je leur disais, ça, je ne peux pas grand-chose pour vous. Moi, je vais quand même aller voir le patron, voir si je peux lui dresser un procès verbal. Mais vous, il faut vous alliez au prud'homme. Et je voyais le blanc dans les yeux des gens. Qu'est-ce que c'est les prud'hommes? Est-ce qu'il va me falloir un avocat? Est-ce qu'il va me falloir de l'argent? Oui, maintenant, il faut de l'argent. Parce qu'il y a une taxe de 35 € pour accéder au prud'homme, alors qu'avant, c'était gratuit, c'était oral. Ah, il faut de l'argent. Alors, bon, Christiane Taubira a dit qu'elle supprimait en 2014. Bon, j'aurais préféré 2013, mais enfin, c'est déjà ça. Mais après, c'est pas ça. C'est que les gens mettent du temps pour comprendre comment se défendre, et si c'est important de se défendre, et s'ils ont une chance de gagner, ils ont été lésés pendant toute leur vie professionnelle, est-ce que vraiment les prud'hommes vont me donner raison? Et bien maintenant, il faut qu'ils se décident plus vite, parce qu'avant, il y avait un délai de 5 ans pour les saisir, maintenant le délai est raccourci à 24 mois. 24 mois au lieu de 5 ans. On pouvait réclamer ces heures supplémentaires 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. Maintenant, c'est 36 mois, 3 ans. Et je dis toujours, ça tue une deuxième fois la lingère de Chamonix. Vous connaissez la lingère de Chamonix? Oui, parce que je vous l'ai raconté tout à l'heure. Mais c'est cette femme qui avait commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Elle a travaillé jusqu'à 65 ans. Elle travaillait tous les jours. Elle était simple, cette femme, hein, de 6 h du matin à 20 h. Et elle logeait dans la chambre de bonne du plus grand hôtel de Chamonix. Elle a travaillé pour le grand-père, puis pour le père, puis pour le fils. Et quand elle a eu 65 ans, le fils lui a dit « Dégage de ta chambre de bonne ». Vous connaissez le sens de la gratitude dans ces cas-là. Et donc il y a un conseiller syndical qui l'a pris et qui a monté le procès pour elle, avec toutes ses horaires, des témoignages. Il a reconstruit toute sa carrière, si j'ose dire. Et il a gagné, pour elle, il a gagné 261 000 € en faisant jouer un dol avec une prescription trentenaire. Exceptionnelle vu l'ensemble des dommages et intérêts qu'elle avait subis, avec les heures sup pas payées, les congés pas pris, la situation dans laquelle elle était, etc., tout au long de sa vie. Elle était esclave, quoi. 261 000 €, ça peut paraître beaucoup, pas pour une vie d'esclavage. Maintenant, la lingère de Chamonix, ça peut toujours s'accrocher si la NIPA s'est transcrit en loi pour essayer d'avoir 261 000 € pour sa fille. Parce que ça ne sera plus possible. La prescription, maintenant, devient fixe. Et attention, il y a des barèmes. C'est-à-dire qu'il y a une grille de barèmes que vous ne pouvez plus dépasser dans vos revendications pour des dommages et intérêts. Et c'est plafonné à 14 mois, même si vous avez été lésé pendant 30 ans. Et il y a dans l'ANI la grille des barèmes. Alors, le jour, Michel Sapin me dit « Mais oui, mais tu confonds, c'est pas au prud'homme, c'est la conciliation. » Mais non, je ne confonds pas, je sais bien ce que c'est la conciliation. C'est même le pire. Parce que si vous allez à la conciliation en vous auto-censurant sur ce que vous avez à demander, et vous dites pour avoir un accord tout de suite, sans aller en audience, sans aller attendre 8 mois, plus 8 mois en appel, si je demande que 12 mois, le patron va me dire, le patron vous dit non. Parce que dans 80% des cas, la conciliation, ça ne marche pas parce que le patron la refuse. 80% des cas. Mais si vous dites non, vous avez demandé 12 mois, vous dites maintenant je veux aller en audience, eh ben, je vais demander 24 mois puisque c'est bien ça donc. Ah ben monsieur, mais vous avez changé entre la conciliation et maintenant, vous avez doublé votre mise, vous êtes passé de 12 mois à 24 mois, essayez de défendre ça devant le tribunal en audience. Vous verrez comment vous vous ferez ramasser si vous avez doublé en cours de route et en cours de procédure ce que vous aviez demandé au début. Vous serez évidemment perdant. Ce n'est pas un accord gagnant-gagnant, c'est un accord perdant pour le salarié. Non, n'écoutez pas quand on va vous dire c'est gagnant-gagnant demain, après-demain, Poujadas, Dominique Seux, quand ils vont vous expliquer ça sur les télés. C'est pas vrai. Sur les prud'hommes, vous aurez difficulté à accès aux prud'hommes, vous aurez des difficultés pour obtenir justice, vous aurez beaucoup plus de difficultés pour obtenir vos heures supplémentaires. Et ça, c'est les cerises sur le gâteau. Est-ce que je vais vous conclure sur un dernier truc? Oui, je vais le faire. Il est théorique. Il paraît très abstrait. Il y a un chapitre dans l'ANI qui dit « La procédure devra s'effacer derrière le fond ». Alors bon, là les gens restent baba. Si la procédure doit s'effacer derrière le fond, au moment du licenciement, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce truc-là? Je vais vous dire d'abord une chose, hein. La procédure, c'est sort jumelle de la liberté. Vous n'avez pas de procédure, vous êtes battu d'avance. Ne riez jamais des procédures, c'est ce qui vous sauve. Ensuite, je vais vous dire une chose, c'est que le contrat de travail est un contrat bilatéral, il y a deux parties. Mais la rupture du contrat est un acte unilatéral. Il n'y a qu'une partie qui le décide. Et alors, si vous n'avez pas la procédure à respecter, vous pouvez être viré dans n'importe quelle condition. Allez voir un film, si vous ne l'avez pas vu, qui passe sur les chaînes de télé avec George Clooney, grand acteur, qui s'appelle On the Air.
Le gars passe sa vie dans l'avion pour aller licencier un peu partout aux USA. Les gens, ça se passe en 10 minutes. Bonjour, au revoir. Tu prends ta caisse, tu t'en vas. Pas de lettre, pas de motif. Ça, c'est le rêve de Parisot. Si vous en doutez, rappelez-vous, le CNE, contrat nouvelle embauche. C'était ça pendant 2 ans. Rappelez-vous le CPE, contrat première embauche pour les jeunes. C'était ça pendant 2 ans. Et surtout, regardez, la rupture conventionnelle. Parce que la rupture conventionnelle, c'est une rupture sans motif. C'est ça qui est important pour les patrons. Sans motif. Vous signez, il n'y a pas besoin de motif. Avant, il y avait des transactions, mais elles devaient être motivées. La rupture conventionnelle n'a pas besoin de lettre. Et regardez bien, elle est homologuée par l'inspection du travail en 15 jours, exactement comme les futurs plans de sauvegarde rapide, quick, allégé, fast. Hein, et attention, la rupture conventionnelle, c'est 1 million de ruptures conventionnelles depuis le 1er octobre 2008, c'est-à-dire la date du décret d'application de la loi Bertrand qui l'a instauré. C'est extraordinaire en plus cette rupture conventionnelle. 1 million, hein, 1 million. C'est le plus grand plan pas social. C'est la principale cause maintenant de rupture de contrat de travail. Le salarié est obligé quasiment d'accepter. Sinon, attends, je vais trouver une faute. Hein. Bon, puis ça suffit, on ne s'entend plus. Hein. Bon, puis tu auras tes droits quand même. Tu auras tes droits, oui, mais le minimum du minimum du minimum de tes droits. Parce que tu n'auras pas de plan social, tu n'auras pas d'accompagnement, tu n'auras rien. Et après, ils se retrouvent au pôle emploi. Au pôle emploi. Et le paradoxe, c'est quand ils se retrouvent au pôle emploi, le pôle emploi est censé leur proposer du travail. Mais le salarié, l'ex-salarié, à ce moment-là, lui, doit fournir un motif pour refuser l'emploi qu'on lui propose, sinon il est rayé. C'est-à-dire que dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs, le patron peut imposer des ruptures conventionnelles sans motif, et quand le salarié est dehors, il lui faut, lui, un motif pour refuser de devenir balayeur, et d'être déqualifié et d'avoir un salaire plus bas. Je dis ça parce que le fond du fond, c'est qu'il n'y ait pas de motif, pas de motif, pas de motif, mais motif, c'est la procédure. C'est la lettre qu'on vous envoie, c'est l'entretien préalable, 5 jours, pas 5 jours, un jour ouvré, pas un jour ouvré. Jusqu'à présent, quand vous n'avez pas mis que vous pouvez être assisté par un conseiller du salarié, eh ben ça devient une faute, donc vous avez 1 mois déjà d'indemnité qui tombe. Mais s'il y a une faute dans la procédure, il doit être recommencé. Donc vous allez gagner 2 mois, 3 mois ou 4 mois de salaire, le temps vous-même de vous retourner ou de vous défendre, peut-être même d'aller voir un syndicaliste, l'inspection du travail ou quelque chose comme ça. Eh bien là, la procédure doit s'effacer devant le fond. Les motifs, c'est de la procédure. Le fond, c'est que, économiquement, je suis obligé de licencier, et revenez pas là-dessus. Les fralibles, là, 884 jours on glande là, pour se battre, etc. Ça ne doit plus exister. C'est bien ça qui est dans la tête de Mme Parisot. C'est ça qui a écrit dans l'ANI. Vous ne me croyez pas, lisez-le. Il ne faut pas me croire. Il faut le lire. Lisez-le, il est un peu compliqué. Le droit du travail n'est pas familier à tout le monde, mais je l'ai dit au début, c'est un droit intime, un droit essentiel, un droit le moins enseigné, un droit le plus faudé, le droit le plus dénigré, mais c'est le droit auquel il s'attaque le plus. Si vous avez un mauvais code du travail, vous aurez de mauvais salaires. Si vous avez un mauvais code du travail, votre vie, à un moment donné, deviendra intenable au boulot. Si vous avez un mauvais code du travail, vous pourrez être harcelé. Vous pourrez souffrir parce qu'il y aura des accidents du travail qui ne seront pas réparés, pas déclarés. Si vous avez un mauvais code du travail, vous reculez d'un siècle. D'un siècle. Revenir au contrat de gré à gré. La nuque baissée. La soumission librement consentie. Librement consentie. Et pas de droit en contrepartie, des droits allégés. Des plans de licenciement plus rapides. Des mutations internes forcées, habillées en volontaire. Du chômage partiel, pardon, des activités partielles forcées. Des temps partiels flexibilisés, des CDD pas compensés, multipliés. Et en plus des CHSCT qui marchent moins, des institutions représentatives du personnel retardées, et puis le critère de licenciement n'est plus social. Ça va être la totale. J'ai oublié quelque chose là? Il faut me le dire, parce que s'il y a un point que j'ai manqué, dites-le moi. Non, mais sur le plan, vous n'aurez pas ça, hein. Moi, je fais le tour de France pour expliquer ça. Tout ça, c'est écrit. Tout ça, c'est lisible. Tout ça, c'est vérifiable. Et lisez bien les tracts de ceux qui défendent l'accord. Jamais ils rentrent dans les détails. Jamais. Ils vous diront, c'est pas vrai. Sur le temps partiel, maintenant, il y a un plancher à 24 heures et 10% dès la première heure. Ils vous cachent qu'il n'y aura plus 25%. Ils vous cachent que le plancher est une passoire. Voilà. Ça, c'est clair du point de vue du fond. Lisez bien chacun des chapitres. Et étonnez-vous que ça soit signé. Alors, dans quelles conditions ça a été signé? Ça reste un mystère. Parce que c'est même, du point de vue de la feuille de route du gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, pas ce qui était tracé.
Et à l'arrivée, c'est embobiné et on vous dit, comme c'est signé, comme c'est un contrat, il faut le transcrire en loi, et il faut le transcrire de façon fidèle et loyale. Alors là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Le débat commence, évidemment, il a même commencé depuis quelques semaines. Parce qu'il y en a d'autres qui disent, non, non, je veux le traduire de façon optimale, en tenant compte des non-signataires. Et les non-signataires, c'est la CGT, c'est Force ouvrière, qui tape à la porte, et des gens comme moi, qui disent non, 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 voilà les amendements qu'on peut faire, voilà là où il faut supprimer, voilà où est le danger, voilà ce que sont les reculs, voilà où le diable est dans les détails, et pourquoi on peut empêcher ça. C'est-à-dire pourquoi on peut faire qu'au contraire on sécurise l'emploi, qu'au contraire on ait un contrôle sur les licenciements boursiers, qu'au contraire on renforce le code du travail, qu'on donne plus de droits aux institutions représentatives du personnel, aux comités d'entreprise, aux organisations syndicales. C'est 2 lignes. C'est 2 lignes, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va trancher ? Ayez confiance, parce que normalement, c'est la majorité qui doit trancher. Bah oui. Mais c'est la majorité. Excusez-moi. La majorité des syndicats, ils ne sont pas pour l'ANI. Voilà. Pourquoi un Parlement majoritaire acterait-il un accord minoritaire? C'est quand même exceptionnel. Parce que du point de vue de l'intelligence logique et de la politique qui s'ensuit, il y a un gros problème derrière, qui nous ouvre des brèches pour manifester demain, mais aussi pour nous battre. À la fin du mois de mars, il y a le congrès de la CGT le 18, il y a Force ouvrière qui est en route, la FSU bouge, Solidaire bouge, la question de l'UNEF bouge, c'est-à-dire que ça dépend de votre bataille. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop, ça cristallise. Et à 3 lettres, Annie, comme le CPE par exemple. Il y avait 3 lettres aussi. C'était parfois un peu dur à expliquer le CPE. Hein, c'était pas de protection pendant 2 ans. Mais là, c'est simple d'expliquer l'ANI. C'est facilité à vous foutre dehors. C'est facilité pour vous licencier. Nous voulons le contraire. Et donc, à partir de là, il faut expliquer, il faut mobiliser, et il est possible de gagner. Parce que ça correspond aux aspirations majoritaires en France. Et pas seulement en France, en Europe. Je me permets de vous dire que, pour la première fois, il y a une victoire qui est emportée dans un pays contre l'austérité, contre l'Union européenne, FMI, BCE, c'est-à-dire les libéraux, quoi. Et pour la première fois, c'est au Portugal. Vous avez vu le Portugal samedi ? Attendez, c'est 1,5 million de manifestants. 800 000 à Lisbonne, 400 000 à Porto, et vous chercherez les autres dans toutes les villes. À Coimbra, il y en avait 20 000. Mais 1,5 million au Portugal, c'est 10 millions ici. Il y a 9 millions d'habitants là-bas. 1,5 million sur 9, c'est 10 millions ici. Et au Portugal, ils ont gagné une fois déjà, le 12 septembre, quand la précédente manif. Parce qu'à ce moment-là, ils ont, sur l'UE, voulaient baisser les cotisations salariales de 22,5 à 18,5 patronales et augmenter les cotisations salariales des salariés de 11,5 à 18,5. Ouais. Il y avait tellement de monde dans la rue qu'ils ont renoncé. C'était le 12 septembre dernier. Et là, il y avait une fois et demie plus de monde que la dernière fois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont gagné là? Ouais, ils ont gagné que ça ne s'est pas fait. Non, mais là, cette fois, samedi. Ah ben là, on attend, parce que c'est des samedis. Hein. J'attends de voir ce qu'il en est, parce que c'est un plan d'impôt d'impôt nouveau et de recul nouveau avec des baisses de salaire qui est de l'ordre de 78 milliards, qui sont exigés par on me dit toujours, dis pas ça, mais par les banksters, ouais, comme ça, puisqu'il s'agit de rembourser les banques et de rembourser de l'argent qui nous a été pris, parce que finalement, en définitive, c'est de l'argent qui nous a été pris. Hein. Si Mario Monti a été battu en Italie, bah c'est parce qu'il a pris 2000 milliards au peuple italien et les a donnés aux banques. Pas trop difficile, hein, c'est le plan de remboursement qu'il a fait en étranglant tout le monde. Alors le Portugal, l'Italie, la Grèce, et nous sommes menacés aujourd'hui, pareil. Alors, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Mais l'ANI aiderait à ce que nous y allions. C'est pour ça qu'il faut se battre avant. On ne va pas attendre après. On ne va pas jouer les fatalistes. On ne va pas jouer perdant. On ne va pas dire que c'est foutu. Si vous dites que c'est foutu, vous renoncez. Vous dites, ah bon, on est déjà grec, on est déjà... Non. Regardez les Portugais. Et par conséquent, il faut se mobiliser, il faut faire le travail. Et donc, si nous sommes, je ne sais pas, 70 dans cette salle, c'est au-delà de cette salle qu'ensuite ça se termine. Parce que c'est au-delà qu'il faut faire aux autres le chemin qu'on a soi-même parcouru. Et donc, il faut faire l'information que nous avons entre les mains. Et je vous remercie de votre attention parce que mon exposé était trop long. Je vois la camarade qui me le dit. Et je vous remercie d'avoir tout entendu. Très bien.